Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Bienvenue dans votre édition de Rabat. Nous sommes ravis de vous accompagner durant les 2 prochaines heures. Dans un instant, un premier tour d'horizon de l'actualité de ce mercredi 28 juin, suivi du dossier. Ce soir, nous reviendrons sur le rapport national de suivi de la qualité des eaux de baignade. Ce rapport a été rendu public il y a quelques jours et selon les chiffres avancés, 97,9% de nos plages seraient conformes aux exigences réglementaires. Pour nous parler de ce rapport et des programmes nationaux visant à renforcer la protection du littoral, nous recevrons Mohamed El Bouch. Il est directeur du Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution qui est rattaché au secrétariat d'État chargé du développement durable. Et côté culture, à la fin de cette édition, nous parlerons ce soir littérature. Le bloc des contradictions, c'est le titre du premier roman de Mohamed Cohen. Il y décortique avec beaucoup de philosophie les travers et la complexité de la société marocaine. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première édition de notre journal avec Manal El Akhdari. Bonsoir Manal. Bonsoir Hanan, bienvenue dans Afrique Soir, c'est l'heure du journal de la rédaction, voici les titres. À la une de cette édition, République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Nord Kivu tire la sonnette d'alarme. Il a alerté aujourd'hui l'armée congolaise sur la multiplication d'attaques des miliciens. Ce serait le prélude d'une nouvelle guerre dans l'est du pays. Et puis en Syrie, la bataille pour la reconquête de Raqqa se poursuit. Daesh est la cible d'une offensive. Le groupe aurait perdu le contrôle du quart de la ville, mais des milliers de personnes ont été contraintes de fuir. Au Venezuela, l'armée était en alerte aujourd'hui au lendemain d'une attaque inhabituelle par un hélicoptère de police. L'appareil aurait lancé des grenades sur la Cour suprême dans ce pays agité par des manifestations. Et précisions dans quelques instants. Et avant de développer tous ces titres, sachez que le chef du gouvernement marocain, Saadetdine El Othmani, s'est exprimé aujourd'hui en fin de journée. Il a rappelé les hautes instructions royales concernant la bonne application des projets de développement dans la région d'Al Hoceima et de toutes les régions du royaume. Le roi Mohamed VI a lancé la formation d'un comité de suivi pour évaluer tous les projets réalisés à Al Hoceima et dans d'autres régions. Objectif à enregistrer et préciser les responsabilités. Les orientations données par le souverain lors du dernier Conseil des ministres marquent une nouvelle étape dans la manière de gérer le dossier de la région d'Al Hoceima. Le gouvernement va redoubler d'efforts pour finaliser les projets et cela dans l'intérêt des citoyens en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Et on reste dans le même continent, mais on prend maintenant la direction de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours sur le pays ont fait au moins 20 morts et 43 blessés, selon le bilan du ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant fourni lundi. Les inondations provoquées par les dernières pluies torrentielles ont causé également la destruction de plus d'une centaine de maisons sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le gouvernement invite toutes les personnes qui se trouvent encore dans les zones à risque de quitter ces endroits dans les plus brefs délais. Je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Nord Kivu tire la sonnette d'alarme. Il a alerté aujourd'hui l'armée congolaise sur la multiplication d'attaques des miliciens. Ce serait le prélude d'une nouvelle guerre dans l'est de la RDC. Le gouverneur de cette province agitée évoque une situation inquiétante car une force non encore identifiée soutiendrait les miliciens. La première attaque d'envergure des présumés Maï-Maï, des groupes d'autodéfense constitués sur une base ethnique romande au 17 et 18 juin dans la localité de Kabacha, puis à Beni, où des combats à l'arme lourde ont fait 16 morts le 22 juin. Et pour plus d'informations sur ce sujet, on joint par téléphone Monsieur Jean-Jacques Hondo. Il est analyste et chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Bonsoir Monsieur Hondo. Bonsoir madame. Alors le gouverneur du Nord qui vous parle de la menace d'une nouvelle guerre à l'est du pays. Au vu de la multiplication des attaques, ces craintes sont-elles fondées selon vous? Oui madame, il faut d'abord se poser la question pourquoi c'est le gouverneur de la province qui doit alerter l'armée alors que l'armée est mieux placée avec ses services de renseignement pour pouvoir
évaluer la menace et prendre des mesures préventives qu'il faut pour empêcher que ces attaques puissent avoir lieu. Et de l'autre côté, dire que ces menaces sont-elles fondées ou non, mais je pense que la question ne se pose pas en ces termes, d'autant plus que l'Est du Congo est continuellement instable. La question devrait plutôt se poser en termes de savoir pourquoi cette recrudescence de la violence, pourquoi soudainement on assiste à des attaques violentes utilisant des armes lourdes à une période politiquement très critique pour le Congo, parce que d'ici avant la fin de l'année, il faut que le Congo ait des élections qui tournent la page de la gouvernance ou de la mandature de Kabila. Et d'après les informations qu'on a, et quand on voit la violence et les armes qui ont été utilisées pendant ces attaques, il y a des questions qui se posent en termes de soutien. Et plusieurs informations convergentes laissent croire que ces soutiens pourraient prévenir même de l'armée congolaise ou des pays alliés autour du Congo. Et il n'est pas exclu que ces violences répondent à un besoin politique, c'est-à-dire s'aimer le chaos pour justifier la non-organisation des élections à la fin de cette année. Alors, Monsieur Hondo, l'impasse politique est presque totale entre le pouvoir et l'opposition du Rassemblement. Le dialogue est rompu. L'accord politique du 31 décembre 2016 semble oublié aujourd'hui. De son côté, l'Église catholique, très influente, demande à la population de se mobiliser. S'agit-il, selon vous, d'un tournant? Quel espoir pour des élections générales d'ici fin 2017? Oui, l'impasse politique de le départ est entretenue par le pouvoir de Kinshasa qui a voulu contourner l'accord du 31 décembre obtenu par la Senko, c'est-à-dire l'Église catholique. L'Église catholique s'est engagée de parrainer des négociations pour permettre de trouver une solution politique pacifique à la fin du mandat du président Kabila qui, depuis le 19 décembre 2016, est illégitime. Et elle s'est engagée en ce sens pour permettre que toutes les parties en présence, le pouvoir et le rassemblement, puissent trouver un compromis, une solution politique comme feuille de route jusqu'en décembre 2017. Malheureusement, par un subtil jeu d'intrigues et de débauchage politique, le président Kabila et son camp politique ont voulu contourner cet accord pour se donner son propre accord avec son propre arrangement politique. Dès lors, l'Église s'est sentie un peu roulée dans la farine. Et il est normal que pour une Église qui voulait se situer au milieu du village, comme on le dit souvent, puisse tirer la sonnette d'alarme en se référant plutôt à la population, en demandant à la population de se prendre en charge parce que la population, jusqu'à preuve du contraire, reste le souverain primaire. Merci beaucoup, donc, monsieur. De l'autre côté, ce n'est pas une première, c'est une première pour l'Église, car généralement l'Église prenait des positions assez équilibrées, mais là, l'Église en remet à la population, et c'est plutôt la réaction de la population qui devrait être un tournant dans les mois à venir. Merci beaucoup, monsieur Hondo, pour ces informations. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles. Et dans le reste de l'actualité, l'Europe et le Canada devraient mettre la main dans la poche pour investir davantage pour leur défense. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pressée par le président américain Donald Trump, s'attend à une hausse de 4,3% des dépenses. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'organisation. Les pays concernés devraient investir davantage pour leur défense, non pas pour plaire aux États-Unis, mais car c'est dans leur propre intérêt, toujours selon l'OTAN. La hausse attendue pour 2017 représente des dépenses supplémentaires de 12 milliards de dollars en Europe et au Canada. L'objectif est ambitieux, unifier l'île de Chypre. Les pourparlers sur cet État situé dans l'est de la mer Méditerranée ont démarré aujourd'hui dans la station alpine suisse de Crans-Montana. Selon les représentants de l'ONU, ces pourparlers ont démarré de façon constructive et dans une atmosphère positive. Le sujet le plus difficile, c'est bien la sécurité, d'après le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques. Le précédent round, organisé en janvier en Suisse, a enregistré quelques avancées, mais c'était globalement soldé par un échec.
Dans le dossier syrien, la bataille pour la reconquête de Raqqa fait toujours rage. Daesh est la cible d'une offensive d'une alliance de combattants arabes et kurdes appuyés par les États-Unis. Le groupe aurait perdu le contrôle du quart de la ville. Mais triste conséquence de ces intenses combats, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir. De leur côté, les ONG font face à un défi de taille pour venir au secours des civils de cette région isolée. Alison Fernandez. Une bataille emblématique. Raqqa est le fief de Daesh en Syrie depuis 2014. Les forces démocratiques syriennes sont parvenues à y pénétrer au début du mois de juin. Elles se sont emparées de plusieurs localités et ont tué près de 300 membres de Daesh. Mais elles font toujours face à une très forte résistance. Le flot de blessés ne tarit pas, celui de déplacés non plus. Ici, dans ce camp du village de Karma, vivent 65 000 personnes. Mais le travail des ONG est très compliqué. D'abord parce que c'est une région désertique et isolée, en bonne partie coupée du reste de la Syrie et des pays voisins, la Turquie et l'Irak. Ankara, qui considère les FDS comme un groupe terroriste, a fermé sa frontière au nord de Raqqa. La frontière avec l'Irak, elle, reste ouverte aux marchandises, mais dans la pratique, la circulation est limitée. L'ONU a pu larguer de l'aide sur la ville de Qamishli, à quelques 300 km de Raqqa, mais l'approvisionnement est très limité alors que les besoins sont immenses. Raqqa comptait 300 000 habitants, mais en 3 mois, 200 000 personnes auraient fui la ville et ses environs selon l'ONU. Elles s'entassent dans des camps sous-dimensionnés pour accueillir tous les réfugiés. Certains dorment à même le sol, sans matelas ni tente. Les acteurs humanitaires s'inquiètent aussi d'une situation sécuritaire très volatile, les civils étant menacés à la fois par les attaques de Daesh et les raids de la coalition internationale, qui aurait déjà causé la mort de plusieurs civils. Un autre foyer de tension, le Yémen. La guerre n'est pas la seule souffrance. L'épidémie de choléra frappe le pays de plein fouet. Elle a fait environ 1400 morts en 2 mois. L'Organisation mondiale de la santé se veut rassurante. Elle parle d'un relatif ralentissement avec un taux de mortalité qui baisse de moitié. Le point avec Alison Fernandez. Dans la capitale yéménite Sanaa, cet hôpital déborde de patients de tout âge. Ils sont déshydratés et souffrent pour la plupart du choléra, véritable épidémie qui ravage le pays. Elle a fait jusqu'ici au moins 1400 morts et plus de 200 000 cas suspects ont été enregistrés. Mais le taux de mortalité par la maladie a baissé. Nous ne pouvons pas affirmer que ça s'arrêtera dans une semaine ou 2. Il pourrait même y avoir 200 000 nouveaux cas, mais les efforts sont déployés pour réduire au maximum le taux de mortalité. Une mission délicate avec des infrastructures médicales et sanitaires effondrées, ravagées par 2 ans de combat. Côté société civile, on s'organise pour sensibiliser la population au risque de contamination. Nous sensibilisons les gens et leur expliquons la gravité de cette maladie, car beaucoup de ceux qu'on rencontre sous-estiment le choléra. Pour l'UNICEF, l'épidémie du choléra au Yémen pourrait atteindre le seuil des 300 000 cas à la fin août. Et ce n'est pas tout. Depuis le début du conflit, 7 millions de Yéménites sont proches de la famine. Et selon l'ONU, la guerre au Yémen a fait jusque-là plus de 8000 victimes, principalement des civils. Voilà, c'était un sujet signé Khadija Ihsan. Santé toujours, c'est une première en Afrique et une très bonne nouvelle pour les porteurs du VIH ou atteints du sida au Kenya, mais aussi pour les associations de lutte contre cette maladie. La version générique, donc peu onéreuse, du dolutegravir, le médicament le plus avancé contre le virus du VIH, a été introduite dans ce pays, là où plus de 25 millions de personnes souffrent du sida. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'organisation United. Une boîte de 30 pilules de DTG assez pour 1 mois de traitement coûtait jusqu'à présent entre 22 à 44 €. La version générique coûte, elle, 3,5 € et notez qu'environ 37 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde, dont 70% vivent en Afrique, selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé publiés en 2015.
Au Venezuela, maintenant, les tensions sont toujours vives et la situation devient de plus en plus compliquée sur le terrain. L'armée vénézuélienne était en alerte aujourd'hui au lendemain d'une attaque inhabituelle par un hélicoptère de police à Caracas, la capitale. Une attaque contre le siège de la Cour suprême. Le président Nicolás Maduro dénonce une attaque terroriste. Alison Fernandez pour les précisions. Une scène surréaliste. En pleine ville, cet hélicoptère de la police traverse le ciel. Il lance 4 grenades sur la Cour suprême, où plusieurs dizaines de personnes participent à une cérémonie. Il tire ensuite à 15 reprises contre le ministère de l'Intérieur, ne faisant finalement aucune victime. Des cibles qui n'ont pas été choisies par hasard. Ces 2 institutions sont accusées par l'opposition de diriger la répression et de servir les intérêts du pouvoir en place. Le tribunal a par exemple retoqué toutes les décisions prises par les opposants, pourtant majoritaires. Selon la version des autorités, l'hélicoptère aurait été dérobé par un ancien fonctionnaire de la police scientifique dénommé Oscar Pérez. Dans une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram, il affirme qu'une opération est engagée pour restaurer la démocratie et combattre la tyrannie. Nous sommes une coalition de militaires, policiers et civils. Nous sommes à la recherche d'équilibre et nous sommes contre ce gouvernement criminel de transition. Depuis le 1er avril dernier, le chef de l'État, Nicolás Maduro, est confronté à une vague de manifestations pour exiger son départ. Un mouvement réprimé très violemment, dans lequel 76 personnes ont perdu la vie. Pour Nicolás Maduro, cette attaque fait partie d'une campagne contre lui de la droite, soutenue par les États-Unis. J'ai activé toutes les forces armées bolivariennes pour défendre l'ordre. Soyez sûrs que nous allons finir par capturer l'hélicoptère et ceux qui sont à l'origine de cette attaque terroriste armée. Alors coup d'État ou pas, à l'aube, les habitants de Caracas doutaient de l'origine de l'incident. Je ne sais vraiment pas quoi penser. L'opposition et les leaders du gouvernement mentent beaucoup et nous, le peuple, sommes coincés au milieu. Si quelqu'un volait un hélicoptère, on le tuerait au moment de l'atterrissage. Cela ressemble plus à une tactique gouvernementale qu'autre chose. L'opposition a appelé à poursuivre les manifestations. Nicolás Maduro est accusé depuis des mois de se comporter en dictateur et d'être responsable de la crise économique qui secoue le pays. Si vous recevez des emails suspects dans votre boîte email, il vaut mieux les ignorer car il s'agit peut-être d'une cyberattaque. Un nouveau logiciel malveillant a plongé le web dans la tourmente. Une cyberattaque massive a frappé hier des entreprises du monde entier et les plus sophistiquées que le ransomware WannaCry de mai dernier selon Europol. La nouvelle vague d'attaques a démarré hier en Ukraine et en Russie et a contaminé des milliers d'ordinateurs dans le monde entier, perturbant ainsi des infrastructures critiques et des multinationales. Retour au Maroc maintenant et on part à Kénitra sur hautes instructions du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major, général des forces armées royales. Le prince Moulay Rachid a présidé aujourd'hui au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours supérieur de défense et de la 51e promotion du cours d'état-major. Le général de la brigade directeur du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur a présenté devant le prince Moulay Rachid le bilan annuel des activités et a proclamé les résultats obtenus par les officiers stagiaires. Et dans l'enceinte de l'Union africaine, à Addis Abeba, une photo géante a été accrochée hier à l'un des murs. C'est celle de Feu le roi Hassan II. Elle a ainsi joint les autres photos des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, créée en 1963 dans la capitale éthiopienne. L'événement a eu lieu peu avant le début des travaux de la 34e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine, le COREP. C'est un hommage à Feu le roi Hassan II, un grand leader qui a marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du Maroc et de l'Afrique et qui a su tourner le royaume vers l'avenir dès l'aube de l'indépendance. Fin de cette édition. Dans un instant, le JT de l'économie en compagnie d'Oumaïma Sbila. Je vous retrouve dans quelques minutes. Merci de rester avec nous.